Sixième leçon, la répartition des pouvoirs. Le cadre institutionnel de l'Union européenne a vocation à fonctionner en vue, ici, de permettre l'exercice de pouvoir par les institutions qui le composent. Avant d'analyser plus en détail les différents pouvoirs qui sont consacrés, il est souhaitable de mettre en évidence ce chapitre 1, la structuration prévue du cadre institutionnel. Chapitre 1, donc, la structuration du cadre institutionnel. En effet, le cadre institutionnel constitue un système dans lequel les institutions interagissent, le cas échéant avec des organes ou des organismes. Et cette interaction institutionnelle est régie par deux principes fondamentaux du droit de l'Union européenne. D'abord, la coopération loyale, et ensuite l'équilibre institutionnel. D'abord, section 1, la coopération loyale. Cette coopération loyale signifie qu'il y a une coopération interinstitutionnelle qui doit se faire conformément à l'article 13, paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne. Alors c'est un élément important parce que c'est ici une obligation de comportement qui s'impose aux différentes institutions pour veiller à ce qu'elles n'empiètent pas les unes sur les autres et qu'elles respectent en conséquence le traité. Alors pour permettre au mieux cette coopération interinstitutionnelle, cette coopération loyale, dit, je répète l'article 13 paragraphe 2, eh bien, les institutions, et les trois principales, le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ont pris l'habitude, depuis les années 90, mais ça date même plus vieux, de conclure ce qu'on appelle des accords interinstitutionnels. Alors avant on avait des déclarations communes, par exemple celle sur les droits fondamentaux en 1977. On avait également des codes de bonne conduite qui pouvaient être adoptés. Et finalement, aujourd'hui, il est prévu que, en application du traité, les institutions de l'Union puissent construire entre elles des accords institutionnels qui peuvent avoir un caractère contraignant. C'est la disposition de l'article 295 du traité FUE, qui ne fait que reprendre finalement en droit primaire les accords interinstitutionnels tels qu'ils sont nés de la pratique institutionnelle. On a donc ici, classiquement, des accords interinstitutionnels conclus. On peut penser, bien entendu, au principal d'entre eux, celui qui concerne l'exercice de la fonction budgétaire, qui est un élément important, mais on peut penser aussi à la fonction législative, et le plus célèbre de ces accords est à cet égard l'accord interinstitutionnel mieux légiféré. Alors la question se pose des effets juridiques. Il ne fait guère de doute que ces accords interinstitutionnels font partie intégrante du droit de l'Union. C'est du droit dérivé. Ce ne sont pas des actes unilatéraux, mais ce sont des actes conventionnels qui sont conclus entre eux par les institutions. Et là, à cet égard, on a quelques doutes quant aux effets de ces accords institutionnels, et la Cour de justice se prononce en réalité au cas par cas, dans une jurisprudence tributaire des affaires qui peuvent éclore. Elle a ainsi pu reconnaître un certain effet juridique, par exemple un accord interinstitutionnel sur la FAO entre le Conseil et la Commission dans une affaire de 1996, C2594. Donc les institutions se doivent coopération loyale, mais doivent aussi, par section 2, respecter l'équilibre institutionnel. Alors là encore, on trouve un principe d'équilibre institutionnel qui présente une originalité en ce qu'il n'est pas expressément consacré par le traité. C'est davantage de la jurisprudence de la Cour de justice que s'est dégagé ce principe de l'équilibre institutionnel, sur l'interprétation duquel il ne convient pas de se méprendre. On a l'habitude de relier l'existence de ce principe à un arrêt ancien, mais toujours d'actualité, qui est l'arrêt Meroni,
un arrêt de 1958, affaire 956, et c'est généralement de cet arrêt qu'on tire la conclusion de l'existence d'un principe d'équilibre institutionnel. Par la suite, la Cour a itérativement utilisé ce principe, qui consiste à dire tout simplement que chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par celle-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un équilibre institutionnel qui est la caractéristique de la structure institutionnelle de l'Union, qui implique quoi? Que chacune des institutions exerce ses pouvoirs dans le respect de celles des autres. Autrement dit, de jurisprudence constante, et notamment on peut le voir dans une affaire récente C409-13 de 2015, à propos ici du rapport entre la Commission et le Conseil, on arrive à une conclusion qui est la suivante. L'équilibre institutionnel, c'est la répartition des pouvoirs telle qu'elle est prévue par les traités, tels qu'ils sont interprétés par la Cour de justice, le cas échéant. Autrement dit, l'équilibre institutionnel n'est pas un équilibre politique, c'est pourquoi on peut très bien avoir des procédures législatives spéciales dans lesquelles le Parlement n'est que consulté, et d'autres ordinaires où le Parlement, lui, co-légifère avec le Conseil. En réalité, c'est un équilibre purement juridique. Dans l'exercice des pouvoirs, et c'est ce qui va nous intéresser maintenant, après ce chapitre liminaire, chapitre 2, donc les pouvoirs, et on va commencer par le pouvoir normatif. L'Union européenne, c'est avant tout, lorsqu'elle est dotée de compétences, un cadre institutionnel qui permet d'adopter des actes juridiques. Les institutions adoptent en effet des actes en exerçant des pouvoirs qui correspondent aux compétences qui sont attribuées à l'Union par les traités. Et traditionnellement, le traité, et encore aujourd'hui, distingue des actes juridiques en fonction de leur nature et leurs effets, les règlements, les directives, les décisions notamment. Sans qu'on sache véritablement quelle est la fonction à laquelle correspondent ces actes. Et en particulier, le raisonnement était bloqué par le fait que d'un point de vue organique, on avait essentiellement une procédure qui prévoyait l'adoption par le Conseil d'actes proposés par la Commission européenne. La montée en puissance du Parlement européen a largement modifié la donne et a troublé quelque peu l'ordonnancement institutionnel. Qui fait que dans l'Union européenne, et que cela soit clair, s'il y a un équilibre institutionnel, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. On va parler d'équilibre institutionnel et non de séparation des pouvoirs. Et pour quelle raison? Parce qu'on n'a pas une séparation des pouvoirs organiques qui correspond à une séparation des pouvoirs fonctionnels. Le gouvernement n'est pas en charge du pouvoir réglementaire, le Parlement n'est pas en charge du pouvoir législatif. Ce sont tout à fait un autre raisonnement que l'on va mener ici, même si on va parler de législateur de l'Union, même si on ne va pas parler de gouvernement de l'Union européenne. Donc, il faut bien comprendre cela. Si on est dans une logique d'équilibre institutionnel, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va exercer, en réalité, des fonctions. Et le traité de Lisbonne, la grande avancée du traité de Lisbonne, est d'avoir distingué aujourd'hui, dans l'adoption des actes juridiques de l'Union, l'exercice par les institutions de l'Union de trois types de fonctions. Ce sont les articles 289 à 291 qui permettent d'identifier ces trois types de fonctions. Et il y a d'abord, section 1, la fonction législative. Car le traité de Lisbonne reconnaît une fonction législative qui est exercée conjointement, dit l'article 14, dit l'article 16 du TUE, par le Parlement et le Conseil. Le Parlement et le Conseil se gardent bien de définir ce que sont les composants de cette fonction législative. Le traité se contente de déterminer les procédures législatives et d'identifier les actes législatifs. C'est l'objet de l'article 289 du traité FUE. Alors, on pourrait penser qu'ici, la fonction législative s'épuise dans une conception formelle. C'est adopter des actes législatifs au terme de procédures législatives. En réalité, c'est un peu plus subtil que cela, comme on va le voir, parce que
si on a un pouvoir normatif qui est effectivement exercé en vertu de procédures législatives, il peut faire l'objet d'une délégation. D'abord, en vertu des articles 14 et 16, la fonction législative est bien exercée conjointement par le Parlement et le Conseil, c'est-à-dire à la fois par les États membres, à la fois par les citoyens de l'Union, du moins par leurs représentants. C'est un élément très important. On n'est donc pas ici dans une logique où ça correspond uniquement à l'expression de la volonté générale manifestée par les représentants du peuple. Non, c'est autre chose. Cette fonction législative correspond à autre chose. Et cette fonction législative, elle correspond d'autant plus à autre chose qu'elle ne peut être exercée que s'il y a une initiative législative. Or, à la matière, la Commission européenne dispose de l'initiative législative. Et le pouvoir d'initiative législative revient à la Commission européenne selon l'article 17, paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne. Donc la Commission a le monopole de l'initiative, et ça a été le trait caractéristique de la méthode dite communautaire. Et il est vrai que, encore aujourd'hui, dans la plupart des domaines, et pour la plupart des actes, eh bien ceux-ci ne peuvent être adoptés que sur proposition de la Commission. Dans quelques rares hypothèses, soit l'État membre, soit une autre institution, comme par exemple la Banque centrale européenne, partage l'initiative ou a l'initiative avec la Commission ou en place de la Commission. Alors c'est important parce que on garantit ainsi que, en amont, d'insuffler de l'intérêt général de l'Union par l'initiative. Alors l'intérêt général de l'Union qui est façonné par la Commission selon une logique particulière et qui s'écarte là encore peut-être des États membres, ou du moins on assume en droit de l'Union et on assume moins un État membre. C'est-à-dire que selon l'article 11 du traité UE, la Commission procède à de larges consultations et il y a toute une logique de transparence qui veut que dans l'exercice de ce pouvoir, la Commission européenne n'hésite pas à ici avoir recours à l'avis des personnes intéressées, que ce soit des groupes d'intérêt ou que ce soit des simples citoyens, peu importe à cet égard. Il y a une véritable ouverture du processus décisionnel à la société civile. L'autre élément important, c'est que la Commission européenne voit également cette fonction partagée, du moins avec l'initiative citoyenne européenne, là encore établie par le traité de Lisbonne, c'est l'article 11 du TUE toujours, qui prévoit que des citoyens de l'Union d'au moins 7 États membres, des citoyens de l'Union d'au moins 7 États membres peuvent réunir 1 million de signatures et donc demander à ce que la Commission exerce son pouvoir d'initiative législative sur une question donnée. Alors, donc on a eu quelques exemples parfois sur des questions un peu saugrenues, donc comme certaines initiatives qui portent sur des questions tenant au développement de l'espéranto comme langue officielle, d'autres plus sérieuses sur des questions liées au bien-être animal, et la dernière en date d'ailleurs, End of Cage, Edge, qui traite de la question de l'enfermement animal. Attention, ces initiatives citoyennes européennes ne peuvent conduire à la Commission qu'à proposer. C'est-à-dire que la Commission n'est absolument pas liée, c'est elle qui choisit, in fine, s'il y a lieu ou non, de proposer un acte législatif sur l'initiative citoyenne européenne qui a été proposée. Alors la Commission a ce pouvoir d'initiative et elle l'a d'autant plus que la Cour de justice le protège, en disant que la Commission est non seulement libre de l'exercer, mais aussi libre de le retirer. En particulier lorsque les autres institutions, le Parlement et le Conseil, ont dénaturé sa proposition législative, comme on le voit dans une affaire de 2015, une affaire C-409-13. Donc c'est un élément essentiel. Le pouvoir d'initiative de la Commission qui permet de déclencher des procédures législatives. Et à cet égard, on distingue traditionnellement deux types de procédures législatives, celle qui est ordinaire et celles qui sont spéciales. Alors la procédure législative ordinaire, c'est ce qui permet d'adopter un acte juridique de l'Union, en vertu de l'article 294 du traité FUE, dans lequel la caractéristique, c'est que le Parlement et le Conseil sont sur un strict pied d'égalité.
Alors c'est ce qu'on appelait auparavant la codécision qui avait été consacrée par le traité de Maastricht, sanctionnant ici l'évolution du cadre institutionnel dans lequel le Parlement européen est monté largement en puissance. Alors à cet égard, sans faire le détail de la procédure, que vous comprenez bien, c'est que ici on a en principe une lecture qui peut être suivie d'une deuxième lecture si Parlement et Conseil ne s'accordent pas, et en cas de persistance des accords, il y a une conciliation qui peut se faire avant une troisième lecture pour adopter l'acte. Alors, comment ça se passe? Le Parlement amende, le Conseil adopte des positions communes sur ce. Et on essaye de trouver un accord. Pour faciliter l'accord, on a en pratique développé des procédures qui sont celles de trilogue, où les présidents des trois institutions se réunissent pour faire accélérer les choses, parvenir plus rapidement à des accords et donc pouvoir adopter les actes dès la première lecture. Et d'ailleurs, ce sont souvent, c'est au cours de la première lecture que la majorité des actes sont adoptés. Cette procédure législative ordinaire, à partir de là, se caractérise par cet élément, c'est la stricte égalité entre le Parlement et le Conseil, et l'autre élément important, c'est que le Conseil statue à la majorité qualifiée. Ce qui fait que cette procédure est utilisée traditionnellement pour les questions politiques ou d'actions de l'Union importantes, l'environnement, la protection des consommateurs, etc. Et puis il y a des procédures législatives spéciales. Alors elles peuvent être spéciales pour deux raisons. La première, c'est que le Conseil ne statue pas à la majorité qualifiée, mais à l'unanimité, comme par exemple en matière de fiscalité directe. Et la seconde raison, c'est que le Parlement peut ne pas être codécideur. À ce moment-là, il est simplement consulté, ou alors il approuve uniquement. Lorsqu'il approuve, il ne peut pas amender. Autrement dit, une procédure spéciale fait que le Parlement se dépourvu de son pouvoir d'amendement. On retrouve donc ici, eh bien, pour certaines politiques, par exemple la concurrence, le Conseil qui consulte uniquement le Parlement, alors qui certes est tenu de respecter, dans une certaine mesure, l'avis du Parlement, mais n'est pas lié par celui-ci. Il y a donc ici, encore aujourd'hui, eh bien, des procédures législatives spéciales. Elles sont limitées, mais elles portent sur des thématiques importantes, on vient de le dire, la fiscalité directe, la concurrence. Et c'est donc le Parlement et le Conseil qui exercent ce pouvoir législatif, avec tout un débat depuis les années 90 qui veut qu'il faut essayer de faire des efforts légistiques pour remédier aux problèmes récurrents du droit d'abord communautaire puis de l'Union européenne, qui était de mettre en exergue le fait qu'on ait une qualité de la législation de l'Union qui est dégradée. Et donc, depuis 2002, on a un programme Mieux légiférer, Better Regulation, qui a vocation à améliorer la qualité de la norme de l'Union européenne, en réalité des actes législatifs de l'Union. Et tout ceci se fait au moyen ici de procédures qui sont censées permettre à la Commission de mieux exercer son pouvoir d'initiative, aux législateurs, que ce soit le Parlement ou le Conseil, de mieux exercer leur pouvoir, etc., etc. Tout ceci étant consigné dans un rapport annuel, Mieux légiférer, qui fait le point sur ces questions.